concurrence. Érigée par les libéraux comme la solution saine et vertueuse au développement économique, elle se répand parfois insidieusement dans notre vie quotidienne. Particulièrement dévastatrice dans les transports, la concurrence provoque une hausse des tarifs pour les usagers et une dégradation des conditions sociales et de travail pour les salariés. Nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui la subissent, de celles et ceux qui la combattent. Oui, il y a eu, écoutez, c'était un peu limite la sécurité. On sentait que les gens travaillaient dans des conditions extrêmes. L'effectif n'était pas respecté à bord des remorqueurs. Ils faisaient un peu dans un système où on laisse le remorqueur tout seul, il n'y a personne à bord. Donc c'était très compliqué. Au niveau sécurité, c'était très juste. Bonjour, je m'appelle Patrice Dulorme. Je suis commandant du remorqueur Ouagans de la compagnie Boluda. La compagnie Boluda qui s'occupe du remorquage portuaire et hauturier dans le port de Saint-Nazaire et dans la protection du littoral atlantique. Oui, il y a une volonté dans les années 2000, 2003, entre 2003 et 2005, il y a eu une concurrence qui est arrivée au port du Havre, où Boluda se trouve aussi dans le service portuaire. Une compagnie hollandaise qui est arrivée, qu'on appelait Kotug, qui est arrivée avec des remorqueurs et qui se sont installés, qui ont mis de la concurrence dans ce port. Là, il y a eu un dumping social très important. Il y a eu par rapport à la tarification déjà pour la prestation et aussi par rapport aux conditions au niveau des salariés. Au niveau des salariés, les conditions étaient au minima et ne respectaient pas les normes européennes et surtout les normes françaises. Grâce au syndicat de la CGT, et les collègues du Havre et la fédération, au départ, ce qu'il faut voir, c'est que la Kotug s'est attaquée à nos conventions collectives et à nos branches. Et en disant voilà, qu'ils ne voudraient pas respecter cela, donc ils doivent venir de cette branche au tribunal en voulant dénoncer la branche et les accords de branche que nous avons. Et grâce au syndicat et au combat des sécuritaires, on a pu démanteler tout ça. Grâce aussi aux autorités pour leur dire voilà, qu'en France, il y a des lois, il y a des textes, il faut les respecter. Donc on a pu combattre cela et ça a pris du temps. Ça ne s'est pas fait comme ça a pris du temps, ça a été un travail de longue haleine avec les autorités, les affaires maritimes, le ministère. Et à un moment donné, on a pu quand même faire appliquer ce qui devrait appliquer, comme nous on applique chez Boluda, Nantes-Saint-Nazaire et comme dans tout le Boluda France. Et ce qui a fait que Kotug s'est aligné. Et après, naturellement, comme ils étaient trop bas au niveau des coûts, de ce qu'ils facturaient, ça ne tenait plus. Ça tenait plus. Une victoire de la CGT encore et qui a bien combattu. On s'est battu pour garder un peu nos acquis et notre système de travail. J'ai connu effectivement des embarquements avec du personnel français. Après, on est passé par des Polonais, des Roumains, des Philippins, qui ont finalement colonisé pratiquement toute la marine marchande mondiale. Et puis depuis quelques temps, le Covid aidant, on commence à retrouver des personnels encore moins chers. Donc on est repassé par des Ukrainiens, on trouve des Magyars, on a du personnel de moins en moins cher pour des soi-disant raisons économiques. Quelles sont les conséquences sur leurs conditions de travail, leur rémunération? Globalement, ils vivent de moins en moins bien parce que les salaires ont quand même baissé. Les armateurs cherchent à diminuer les coûts du personnel. Pour eux, c'est de plus en plus difficile à tenir. Avec le Covid, en plus, ils se retrouvent à faire des embarquements à l'origine entre 6 et 9 mois, mais qui maintenant dépassent 10, 12 mois. Ils n'ont plus trop de facilité pour faire avoir une vie normale. Financièrement, ça devient de plus en plus difficile. Et humainement, c'est limite tenable à bord des bateaux. Quand j'ai commencé à naviguer, les plus gros bateaux faisaient 200 mètres ou 250 mètres. Les bateaux de plus de 1500, 3000 boîtes, c'était des géants. Aujourd'hui, c'est des petits bateaux. Donc tout ce milieu, ce monde a énormément évolué, a beaucoup grandi. Donc maintenant, le standard, c'est les bateaux de 350 mètres, de 10 000 containers. On passe maintenant dans des 20 à 25 000 pour ça. Les bateaux, les vraquiers ont aussi énormément grossi. Donc
La quantité de personnel à bord des bateaux n'a pas évolué. On est toujours entre 20 et 30 personnes à bord pour faire le même travail, si ce n'est que comme tout a grossi, les matériaux ont grossi, les moteurs ont grossi, les charges de travail sont plus importantes, les responsabilités vis-à-vis de l'armateur, vis-à-vis des assurances ont augmenté, parce que maintenant, le transporter quelque chose qui valait 1 million, c'est les bateaux qui valent 10, 15, 20, 50 millions. La marchandise vaut des fois 2 fois le prix du bateau. Donc les responsabilités vis-à-vis de l'armateur sont énormes, et le marin baisse en qualité, donc on prend de plus en plus de risques. On a des horaires de travail qui, même si aujourd'hui ont été réglementés, où on a un nombre d'heures de travail maximum, ou en tout cas des heures de récupération, le type de transport fait qu'on se retrouve maintenant à devoir, ou en tout cas des fois excéder le nombre d'heures de travail réglementaire, pas avoir le nombre d'heures de récupération, et donc on prend des risques de ne pas être à la hauteur, de s'endormir pendant son travail, ou de se blesser parce qu'on n'est pas aussi alerte qu'on devrait l'être. Nous entrevoyons les effets néfastes de la mondialisation pour les salariés du maritime. En France, dans le transport urbain, ce sont là aussi les salariés qui trinquent avec la remise en question des droits sociaux. Il y a 2 ans, ils ont décidé de sous-traiter une partie de l'agglo Givors avec une entreprise extérieure qui s'appelle la SCAT, c'est une boîte privée de sécurité, où on leur a dit, d'abord ils n'ont pas les mêmes habilitations, ils n'ont pas le même savoir, donc ils l'ont donné qu'à un secteur géographique de l'agglomération lyonnaise. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça coûte plus cher, ils ne sont pas plus efficaces, et que, bien au contraire, ils ont un savoir très très limité. Rachida Albrand, secrétaire générale du syndicat CGT-UGIT des transports en commun de Lyon. Alors il y a eu une très grosse réorganisation il y a à peu près 10 ans. C'est la dénonciation de tous nos accords, en particulier dans le secteur des agences commerciales, où il y avait 10 agences, aujourd'hui il n'y en a plus que 5. Ils l'ont justifié à travers d'autres canaux de vente, donc à travers des dépositaires, style bureau tabac, presse, pour vendre des titres. Sauf qu'à ce jour, les dépositaires, ce n'est pas leur cœur de métier, souvent se trompent. Malheureusement, donc les usagers doivent se déplacer de nouveau en agence parce qu'ils n'ont pas eu le bon titre de transport. Par exemple, la sous-traitance au niveau de la maintenance. Aujourd'hui, la sous-traitance du dépannage, c'est un exemple qui me vient là tout de suite. Il y a une dizaine d'années, c'était le savoir-faire des transports en commun de Lyon. Donc ils ont sauté sous-traiter, sauf le coût est juste énorme. Pour autant, la maintenance, aujourd'hui, elle n'est pas plus efficace en sous-traitant qu'en ayant conservé le personnel dans l'entreprise. Je pense que les entreprises comme Keolis et les autres entreprises qui tapent à la porte, qui sont des grands groupes aujourd'hui, créent des filiales et qui arrivent avec tout un socle technique et un staff. Et quelqu'un qui sera Keolis pourrait être Keolis Lyon et Keolis Métropole par exemple. Bonjour, je m'appelle Stéphane, je travaille à Keolis Lyon depuis plus de 20 ans. Keolis Lyon exploite des tramways, des bus, des métros, des funiculaires. On a un super réseau, sauf le social. 70 ans d'accords ont été dénoncés. Nous avions une convention collective locale qui a été remise à plat et en cause. Nous sommes revenus à la convention collective nationale avec beaucoup de pertes de congés récupérateurs. 26 jours, ça fait mal. On perd le droit à l'ancienneté sur une ligne. On est passé du forfait au réel. Ça fait très mal aussi. Ce qui fait que ça a engendré de gros conflits sociaux dans l'entreprise. Un certain mal-être aussi dans l'entreprise. Et aujourd'hui, encore, on a beaucoup d'arrêts maladie et des gens qui ne sont pas bien du tout. On nous parle aujourd'hui de l'allotissement pour la prochaine délégation de service public, avec un appel d'offres aux différents opérateurs. Donc on pourrait, dans un scénario catastrophe, avoir des gens dans une entreprise au métro, des gens au bus dans une autre entreprise, d'autres secteurs de bus moins rentables dans une autre entreprise, et idem pour le tramway, voire le funiculaire.
avec, sans parler aussi des secteurs qui existent aussi chez nous. C'est tout ce qui est les gens qui sont dans l'administratif, aux agences commerciales et tous les gens qui font de l'intervention et du contrôle. Expliqué ensuite qu'il fallait restructurer le fret, mais à chaque fois qu'on l'a restructuré, en fait, on le tuait. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on est arrivé à nous expliquer que on n'arrivait plus à faire parce qu'on avait enlevé des cheminots alors qu'on avait besoin de cheminots pour le faire, et que ça a été crescendo et qu'à la fin on nous disait on ne peut plus faire puisqu'on n'a pas assez de monde, donc on arrête. Bonjour, je m'appelle Yann Piroli, je suis chez Fret SNCF. Je suis rentré sur le triage de Villeneuve-Saint-Georges le 3 janvier 2000. Sur le site, à l'époque, on triait 2000 wagons jour, c'est-à-dire par période de 24 heures. En 2000, il y avait 600 cheminots qui travaillaient en 3-8. Aujourd'hui, on peut le voir derrière moi, de l'acrobranche, mais aucune activité, des machines à l'arrêt qui sont dépecées, le vide, le néant, c'est-à-dire un endroit où il y avait de la vie, on n'y retrouve plus rien. On va pas se mentir. Depuis 2006, on leur explique que ça va aller, qu'on va sauver le fret. On leur demande des sacrifices. On leur a demandé beaucoup de sacrifices qu'ils ont fait parce qu'ils tenaient à leur métier, parce qu'ils étaient attachés à ce métier du fret ferroviaire. Et puis petit à petit, on leur a enlevé les moyens. Donc ils ont continué à combler, ils ont continué à donner ce qu'ils savaient faire, à faire leur métier et correctement, en toute sécurité. Et puis petit à petit, on leur a expliqué qu'ils étaient trop, qu'on pouvait faire des économies de bout de chandelle avec 2 personnes en moins. On a effacé de plus en plus la sécurité jusqu'à un point où on nous a dit finalement on fait trop de sécurité, pourquoi on ne devrait pas passer au risque calculé? Enfin ça c'est la direction de la SNCF qui nous le dit. Et effectivement, de plus en plus, les cheminots de fret SNCF se sont sentis lâchés par leur direction et effectivement, maintenant ont du mal à se repérer dans fret SNCF et dans leur travail. À 5 km d'ici, le mine de Rungis, le train s'est arrêté, on n'en faisait plus qu'un et il n'y avait personne pour le faire, même plus de tractionnaire, ce qui a été un problème. Et on nous a regardé en disant « les wagons sont vieux, on ne peut pas les changer ». On n'a plus de tractionnaire pour le faire, on va arrêter de le faire et ils passeront par la route. C'est que le directeur du mine de Rungis veut passer par fret SNCF et veut avoir un trafic ferroviaire. Pourquoi? Parce que Rungis s'est amené à faire de plus en plus de bio. Et il trouve quand même aberrant, et là je le cite, de faire du bio et de ramener tout par camion. Donc il avait demandé à la SNCF de mettre les moyens nécessaires pour pouvoir justement peut-être même agrandir l'espace du fret ferroviaire sur Rungis et les dessertes. À la fin, on en arrive à ce que Guillaume Pépi à l'époque lui dit « non, vous aurez du camion », ce qui est quand même exceptionnel pour un président de la SNCF. Et ensuite, nous nous retrouvons avec plus les moyens et 50 000 wagons en plus par semaine sur les routes. Grâce à la lutte et aux actions des cheminots de la CGT, le train des primeurs relie à nouveau Perpignan au marché de Rungis depuis peu. Pour autant, les combats restent nombreux pour gagner un report modal vers le rail. Près de 90% des marchandises sont transportées par la route. Dans ce secteur, le dumping social y est poussé à son paroxysme. En 2013, nous avions des conducteurs polonais dans les camions polonais. Et en 2020, on s'est rendu compte que dans les camions polonais, il n'y avait plus de conducteurs polonais, mais des conducteurs ukrainiens maintenant. Sachant que le conducteur polonais refuse de partir un mois. Donc, je m'appelle Jean-Christophe Debier, je suis conducteur routier depuis 30 ans, dans 25 ans dans une entreprise de transport en Haute-Savoie. Entreprise de 350 salariés, dont 220 conducteurs, 200 véhicules en propre et 60 sous-traitants, français, portugais, italiens, espagnols, roumains et bulgares. Parce qu'il y a quelques années, nous avions rencontré un conducteur roumain qui travaillait pour une entreprise italienne qui avait une base en Roumanie. Et le conducteur nous disait être parti 11 mois de chez lui. 11 mois à vivre dans le camion. Et le conducteur, on se rendait compte qu'il était devenu sauvage. C'était quelqu'un d'agressif qui en voulait à l'Europe parce que c'est l'Europe pour lui qui lui avait amené ses conditions de travail.
Et ça nous avait effaré de voir un conducteur passer 11 mois dans un camion. C'est la plus mauvaise expérience qu'on ait pu vivre, parce qu'en discutant avec d'autres, ils nous disaient partir entre 15 jours, 1 mois. Il y en a que l'on soupçonne de partir même 3 mois. Et on avait discuté avec des conducteurs roumains qui travaillaient pour une entreprise d'Alsace, qui louaient un véhicule en Pologne à leurs frais pour venir travailler en Alsace, qui travaillaient 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et après ils repartaient avec ce véhicule chez eux, mais c'était toujours à leurs frais. Et les camions, malgré qu'ils soient immatriculés en Pologne, ils restaient en Alsace et ils faisaient toute la France, voire toute l'Europe, mais ils ne retournaient jamais en Pologne. Depuis l'émergence des conducteurs de l'Est, les conducteurs français les critiquaient beaucoup et il y avait beaucoup de haine envers ces conducteurs. Et ça m'a fortement déplu, donc j'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et je me suis rendu compte que ces conducteurs de l'Est, ils passaient leur week-end sur des parkings. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'organiser une rencontre des conducteurs européens. Et les conducteurs discutent entre eux de leurs conditions de travail. Donc les Français voient bien qu'ils sont, c'est pas des concurrents, ils sont là pour gagner leur vie, faire vivre leur famille tout comme nous. Sauf qu'eux, ils partent 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois de chez eux. Et c'est extrêmement dur pour eux. Donc c'est ça quand même le but, de les faire se rencontrer, les faire se comprendre. Et là, les conducteurs français comprennent un peu mieux leurs conditions de travail. Et ouais, en fin de compte, ce n'est pas nos adversaires, hein, ça ne l'a jamais été. Hein. C'est des gens comme nous qui veulent travailler pour faire vivre leur famille et terminer, mais qui ont de plus mauvaises conditions de travail que nous. Le dumping social fait souffrir les salariés, c'est une évidence. Le transport aérien n'y échappe pas, les mêmes recettes libérales y sont déployées. Décollage vers l'enfer du low cost. Un véritable gâchis. Mais vraiment, c'est un vrai gâchis, parce qu'ici, il y a vraiment des compétences, il y a un savoir-faire. Et sur une région, un bassin d'emploi comme celui de Morlaix, supprimer 300 emplois, ce sont des emplois qualifiés, ça a un impact considérable en termes d'emploi direct et en termes d'emploi indirect. Donc je me présente, Sébastien Grandjean, donc, je suis salarié sur le site de Morlaix depuis une vingtaine d'années, donc je suis technicien de maintenance. Le court courrier d'Air France, c'est une forme de service public, hein. Il y a toujours eu beaucoup de lignes subventionnées, hein. C'est pour désenclaver les territoires, etc. Donc à l'arrivée de Benjamin Smith, le nouveau PDG d'Air France, qui a une vision très libérale du transport aérien, donc constatant que le court courrier était déficitaire, il a décidé de le restructurer. Et dans la restructuration du court courrier d'Air France, il a décidé de sacrifier en partie Hop. Donc pourquoi sacrifier Hop? Donc diminuer l'activité de Hop, ça permet de développer l'activité de Transavia. Donc Transavia, qui est la filiale low cost d'Air France. Donc l'intérêt pour la direction d'Air France, c'est que grâce à cette filiale low cost, c'est de dégager plus de cash. Ce n'est pas pour d'autres raisons, hein. Donc il faut savoir que le modèle low cost Transavia, donc c'est des salariés avec des conditions moins disantes au niveau social, au niveau conditions de travail, au niveau rémunération. Il faut savoir que c'est beaucoup de sous-traitance, donc notamment sous-traitance de la maintenance. Donc il faut savoir que Transavia sous-traite sa maintenance au Maroc, en Angleterre, alors qu'Air France se permet de fermer des sites comme celui de Morlaix, donc où il y a plein de gens compétents, avec une expérience significative, reconnue. Donc Air France préfère fermer un site en France pour continuer de sous-traiter sa maintenance à l'étranger. Donc il y a beaucoup de low cost dans l'aérien, hein, mais aussi dans le transport en général, hein, que ce soit sur les bus, les trains. Donc dans l'aérien, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés là, il y a quelques années, qui sont EasyJet, Ryanair, avec des modèles très particuliers, hein. Donc c'est des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, hein, qui font beaucoup de profits, mais ça a un prix. Et le prix, en fait, c'est les conditions de travail pour les salariés, les rémunérations. Donc le code du travail, les lois, ils ne connaissent pas trop. D'une façon plus générale, moi ce que je veux dire aux gens, c'est que quand on paye un billet d'avion 10 € pour traverser la France ou aller en vacances en Espagne, ok, c'est bien, ça permet à une partie de la population d'accéder à des moyens de transport pour lesquels ils n'avaient pas accès auparavant. Certes, c'est bien, mais ça a des conséquences. Pour moi, les modèles low cost, ça tire tout le monde vers le bas. Pourquoi? Parce que
pour avoir des billets moins chers, pour aller consommer dans des supermarchés low cost moins chers. Maintenant, même dans le domaine de la santé, on constate qu'il y a aussi du low cost, hein, des cabinets de dentistes low cost. À force de vouloir consommer low cost, on tire tout le monde vers le bas. Donc les salaires sont moins 10 ans, donc on gagne moins d'argent, donc forcément on a moins de pouvoir d'achat, donc on va aller consommer low cost. Et en fait, on est dans un cercle vicieux. Donc à vouloir consommer low cost, on entretient un système qui fait qu'on tire toute la société vers le bas. Mais il faut savoir que ça a un impact, on va dire, sur notre quotidien, enfin, sur notre façon de consommer, etc. Mais ça a un impact aussi sur l'environnement, parce que quand vous consommez low cost dans un supermarché, vous achetez des produits de moindre qualité pour payer moins cher. C'est pas moins cher seulement parce que les salariés sont moins bien payés, c'est aussi la qualité, c'est aussi les prestations. Dans le transport aérien, quand vous consommez, vous achetez un billet low cost, il faut savoir que la maintenance elle est sous-traitée à l'étranger, avec des normes certainement moins contraignantes, avec un niveau de qualité inférieur.